Votre génération, à l'inverse de la mienne et celle de mes parents, donc de vos grands-parents, on lisait, et continue sans doute à lire par nostalgie, les albums d'Hergé, et plus particulièrement ceux qui relatent les aventures de Tintin. Parce que vous savez qu'Hergé a publié également d'autres séries parallèlement, comme Jouezette, par exemple. Donc, je crois savoir, puisque vous me l'avez dit juste avant que ce film commence, que cette leçon commence, que votre génération l'a peut-être lu sporadiquement, quelques albums, mais en tout cas, ça n'a pas été, je dirais, des lectures systématiques, alors que nous, je dirais, on voulait lire systématiquement quand un album paraissait, le dernier qui était sorti. Bien que la grande majorité soit déjà sortie avant ma naissance, je peux vous le dire, puisque c'est à la fin des années 1920 qu'Hergé a commencé à publier. Ceci me permet en tout cas d'introduire, parce que je crois que c'est utile pour de futurs professeurs d'histoire en secondaire inférieur, mon propos, qui va porter sur l'industrie pétrolière au Moyen-Orient, plus précisément, donc, parce qu'on ne produit pas du pétrole qu'au Moyen-Orient, au XXe et au XXIe siècle. J'ai retrouvé un vieil album qui était dans ma cave, parce qu'il n'y a plus de place aux étages. C'est bien dommage, mais tout ce qui concerne mon passé se trouve à la cave, donc ce sont les endroits, c'est l'endroit où ça risque de s'abîmer suite à l'humidité plus rapidement qu'ailleurs. Alors, je prends la page 5 que je vais vous montrer. Voilà. Donc, cette planche-ci. Voilà. En fait, on voit Tintin, qui est un reporter, un journaliste, qui, à la suite d'une série d'explosions de voitures, enfin de moteurs de voitures, ce sont les fameux moteurs qui font boum, va se renseigner auprès de la société qui produit l'essence. Pas qu'il la raffine, mais enfin qu'il la met en vente. Alors il va chez le directeur de cette société et ce directeur, comme vous voyez, lui fait des longs commentaires quant aux conséquences de ces explosions à répétition dans les moteurs. Et qu'est-ce qu'il dit ? Vous voyez d'abord qu'il y a un tableau de statistiques de vente. Donc on voit qu'il y a une chute très importante des ventes. Et que dit ce directeur ? Voyez plutôt, en 2 mois, la consommation a diminué de 65% et elle diminue encore tous les jours. Et puis il continue, voilà, pas plus tard que ce matin, les compagnies de navigation aérienne ont décidé de suspendre le trafic en raison des dangers, d'accidents que présente l'emploi d'essence. Déjà, les actions des sociétés pétrolières ont baissé de moitié, etc., etc. Alors, il y a toute une série d'autres commentaires que je ne vais pas vous lire sur cette page-là. Mais donc, il y a un premier élément que nous pouvons retenir, c'est que les prix du pétrole sont assez volatiles, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à des fluctuations liées à la situation économique. On voit plus tard dans l'album que c'est lié également à des situations militaires de guerre. Et donc, comme souvent chez Hergé, il y a ce petit trait même ce grand trait de curiosité par rapport à l'actualité, et Hergé s'est toujours intéressé, quel que soit d'ailleurs son parcours idéologique, parce qu'il vient de l'extrême droite à l'origine, en tout cas de la droite très conservatrice, catholique en Belgique, eh bien, il a toujours été sensible à des situations présentes. Et je crois que beaucoup de jeunes, qu'il était en tout cas à l'époque, de gens de ma génération, ont fait certainement leur apprentissage de l'histoire du XXe siècle à travers les albums d'Hergé, je dirais
même la situation de toute une série de pays qui se trouvent à l'autre bout du monde, où ce reporter, Tintin, donc voyage et vit dans un contexte particulier qui est mis en évidence donc par Hergé. Je prends une autre page, c'est la page 34. Alors voici, regardez ce qui se trouve tout en dessous, de toute façon je vais les lire, 34. On voit d'une part un émir arabe et juste à côté donc un sinistre personnage qui est le docteur Muller, qui apparaissait déjà dans l'île Noire, donc ça se passait en Écosse. Et on voit ce personnage qui dit « Alors, Mohamed Ben Kalish Ezad, ce contrat, tu le signes ?» Et alors on voit l'émir qui répond « Non ». Ça fait d'ailleurs un petit peu penser à ce qui se passe maintenant avec le CETA et Magnette. Mais enfin, bref, ça c'est une parenthèse qui est un petit peu facile à faire et qui n'a strictement rien à voir, quoique, parce que c'est lié vraiment à la pression internationale. À ton aise, puissant émir, j'espère que tu n'auras pas le regretté un jour. Et puis l'émir répond, dois-je considérer ces paroles comme une menace, etc., etc. Donc, deuxième élément, on a vu tout à l'heure que les prix du pétrole sont volatiles. On voit ici qu'il y a une pression d'un représentant d'une grosse société qui est en train d'acheter toute une série de compagnies pétrolières. Et comme on va le voir, on va avoir la petite explication à la fin de l'album sur les intentions de ce personnage. Et donc, ça reflète également une période dont il va être question ici, c'est-à-dire l'époque de la colonisation ou des protectorats français britanniques au Moyen-Orient, après les fameux accords Sykes-Picot, pendant la Première Guerre mondiale, où la France et l'Angleterre s'étaient un peu partagées, comme à Yalta, plus tard les trois grands, le Moyen-Orient. Alors, on voit un peu plus loin, non, c'est à la fin de l'album. Alors là, c'est au moment du dénouement, tout à la fin, c'est page 61. Alors là, on a compris pourquoi il y a ces moteurs qui sautent. Voici les papiers. Alors là, c'est Tintin qui est en train de... peu importe ici, parce que la vignette n'a pas tellement d'importance. C'est Tintin qui explique, comme toujours, vous savez, dans les romans, ou dans les films, plutôt à la fin des enquêtes policières, vous avez un long commentaire où on explique, pour ceux qui n'auraient pas encore compris tout à fait, et c'est normal, c'est destiné à des enfants, des adolescents, et je veux dire qu'à l'époque, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Nous, on veut connaître l'histoire, évidemment, une histoire qui est destinée au divertissement. Mais enfin, derrière cette intention de divertissement, il y a quand même un fond qui suppose une documentation de la part d'Hergé. Et Tintin dit ceci, voici des papiers que j'ai trouvés sur lui, donc c'est le fameux Muller. Ils établissent que Muller était l'agent secret d'une grande puissance étrangère. En cas de conflit, il avait pour mission de s'emparer avec ses hommes de main des puits de pétrole, ce qui explique le véritable arsenal qu'on a découvert chez lui, etc., etc., etc. En attendant, il rachetait déjà certaines installations pétrolifères. Donc, tout ça nous renvoie aussi à l'actualité. Ça renvoie, c'est pas par hasard que Daesh est apparu en Syrie, en Irak, et n'est pas apparu au Maroc ou dans un autre pays musulman. Entendu? Donc là aussi, il y a un lien, d'ailleurs on parle beaucoup de financement par les États-Unis pour créer cette organisation comme Al-Qaïda, voilà, pour faire diversion, il y a des explications diverses qui semblent d'ailleurs être confirmées à ce sujet. Donc, on a bien compris ici que le Moyen-Orient constitue un enjeu majeur depuis que le pétrole est utilisé comme source d'énergie dans les usines, pour les voitures, les camions, mais aussi pour l'armée. D'ailleurs, j'aurais pu vous lire tout au début, à la même page où Tintin interroge le directeur de l'usine,
De plus, c'est le directeur qui parle à Tintin, vous n'ignorez pas combien la situation internationale est grave. Eh bien, imaginez que la guerre éclate demain. Vous voyez d'ici les résultats? La marine, l'aviation, le charroi, les blindés, bref, toute l'armée est paralysée. Donc voilà, c'est un petit peu, ça a été écrit en 1939. C'était revu par la suite, hein, parce que Hergé rééditait avec des modifications ces différents albums. Mais enfin, c'est quand même intéressant. Parce que quand on pense, si les États-Unis sont au Moyen-Orient, c'est évidemment, et ça on l'aura compris depuis longtemps, pas pour défendre la démocratie, en Irak ou en Afghanistan. Hein, l'Afghanistan, ça ne concerne pas le pétrole. Mais enfin, en tout cas, l'Irak, certainement. Je vais vous montrer les chiffres tout à l'heure au tableau qui sont assez parlants. Donc, il y a ça. Et puis, les arguments que George Bush avait évoqués au moment de la guerre contre l'Irak, qui a fait tomber Saddam Hussein en 2003, c'était que Saddam Hussein préparait un arsenal avec des ogives nucléaires. Il y a eu des enquêtes qui ont été mandatées par l'ONU et tout. On n'a jamais trouvé la preuve qu'il fabriquait des armes nucléaires. Donc vous voyez, c'était pour avoir l'aval de la communauté internationale, de l'ONU, etc. Donc en fait, d'ailleurs Jacques Chirac, à l'époque, le président français, avait dit, enfin bon, là, ça ne se justifie pas de la même manière qu'en 1990, quand une coalition s'était formée, dans ce qu'on appelle la guerre du Golfe, donc contre Saddam Hussein, parce que là, il avait envahi le Koweït, et donc à ce moment-là, il transgressait effectivement la Charte des Nations Unies qui prévoit l'intégrité territoriale de tous les pays membres, bien entendu. Donc la situation n'était pas la même. Voilà. Donc je crois que ça vaut la peine, comme futur professeur de secondaire, que vous fassiez, que vous puissiez utiliser ce type de document, parce que, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à partir de là, à partir des observations de ces vignettes, on peut commencer une leçon, véritablement. Bon, maintenant je rentre dans mon propos, qui est à propos de votre niveau, donc un propos plus scientifique, si je puis dire. Hein. Alors, mon propos va s'articuler autour d'un certain nombre de sujets. La première partie de mon exposé sera peut-être plus chronologique. On va voir qu'il y a essentiellement deux grandes phases, on pourrait en trouver d'autres d'ailleurs par la suite. Dans l'histoire de l'industrie pétrolière au Moyen-Orient, une première phase avant 1960, où on est dans une phase pratiquement semi-coloniale, hein, pendant laquelle il y a donc une dépendance des pays qui possèdent des gisements de pétrole par rapport aux grandes puissances de l'époque, qui sont essentiellement donc les États-Unis et le Royaume-Uni. Et puis une deuxième phase, après 1960, à la suite de la création d'un cartel des pays producteurs de pétrole, l'OPEP, qui va changer la donne, parce que le rapport de force ne sera plus le même, puisqu'avant c'était chaque pays, ou plutôt les dirigeants de chaque pays qui négociaient avec des grandes compagnies américaines ou britanniques, et puis après cette date-là, là vous avez, je crois qu'il y avait 18 pays, si mes souvenirs sont bons, qui étaient membres de l'OPEP quand elle a été créée, et qui là vont négocier et imposer leur vue à certains moments. Et puis alors, je verrai dans la deuxième partie, qui sera nettement plus courte que la précédente, encore deux points qui me semblent importants, c'est la concurrence internationale et ensuite les problèmes relatifs aux conséquences économiques et sociétales et sociales dans les pays producteurs de pétrole. Donc on va voir quelles vont être les répercussions locales. Entendu, donc vous avez bien compris qu'il y a deux grandes parties, chacune subdivisée en deux.
une partie plus chronologique, et puis une partie qui, on est dans un cours d'histoire, donc ce sera toujours chronologique, bien entendu, mais où je vais insister peut-être davantage sur des problèmes qui sont liés aux conséquences, si je puis dire, de la production de pétrole. Alors, nous commençons donc par la première partie. Cette première partie, donc, je viens de vous le dire, concerne l'époque antérieure à l'indépendance ou postérieure immédiatement à l'indépendance, où les pays sont dans une situation de type néocolonial. Que retenir? C'est que les premiers gisements de pétrole au Moyen-Orient, je dis bien au Moyen-Orient parce qu'on avait déjà trouvé du pétrole ailleurs, bien avant, et en particulier aux États-Unis. Donc voilà. Et pourquoi on s'est mis à s'intéresser au pétrole? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un carburant, c'est une énergie fossile qui existe en grande quantité, donc bon marché, en tout cas dans certaines régions, et voilà. Et à partir du moment où, à la fin du XIXe siècle, on invente la voiture, vous pensez bien que l'essence, c'est-à-dire du pétrole raffiné, est devenue une source d'énergie tout à fait essentielle. Mais pas seulement dans le domaine de l'automobile, comme je vous l'ai dit, également dans le domaine de l'industrie, de manière plus générale. Donc, au début du XXe siècle, en Iran plus précisément, en 1908, on découvre des gisements de pétrole, donc, dans ce qu'à l'époque on appelait la Perse. Depuis lors, il y a eu un changement de nom, ça s'appelle l'Iran. Mais c'est à partir de 1927 que tout commence véritablement. En 1927, à partir du moment où, en Irak, on découvre, c'est pas seulement qu'on découvre, on se met à exploiter des gisements de pétrole. Alors, je vous ai indiqué un certain nombre de dates. Vous voyez, 1927. Alors, entre 1930 et 1939, on commence l'exploitation successivement dans toute une série d'États qui se trouvent dans la péninsule arabique. Je n'ai pas donné le détail, ça ne vaut pas la peine d'indiquer au Bahreïn, au Qatar, à ce qui va devenir plus tard les Émirats arabes unis, bien entendu, et d'abord l'Arabie saoudite et le Yémen. Donc je n'ai pas donné le détail, mais sachez que c'est donc dans la décennie qui commence avec 1930 que tout devient important. Donc, autrement dit, avant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le pétrole devient une source d'énergie essentielle. Vous savez que quand Hitler envahit l'URSS en 1941, j'allais dire, en faisant progresser le front depuis Leningrad, ce qui s'appelle depuis 1991 Saint-Pétersbourg, et jusqu'à la mer Caspienne. Et pourquoi la mer Caspienne? Pourquoi la mer Caspienne? Parce que dans le Caucase, il y a de la production du pétrole, il y a Bakou, l'actuelle capitale de l'Azerbaïdjan. Et donc Hitler n'est jamais parvenu dans cette région. Mais en tout cas, c'était un de ses objectifs parce qu'on y produisait beaucoup de pétrole. C'est pas par hasard non plus que Hitler tenait à avoir parmi ses vassaux la Roumanie, qui était le pays d'Europe où on produisait le plus de pétrole aussi. Hitler aussi, ce n'est pas par hasard, parce qu'on s'interroge parfois, mais pourquoi il s'est embarqué dans ces expéditions en Afrique du Nord. L'objectif d'Hitler, c'était, à partir des territoires italiens, en particulier, l'Italie était son allié, à partir de la Libye, colonie italienne, de progresser vers l'Est, c'est-à-dire vers l'Égypte, et pensez à la bataille d'El Alamein, par
exemple, où les Allemands ont été battus, hein, mais Hitler voulait s'approcher du canal de Suez, bien entendu, il voulait prendre le canal de Suez. Alors vous savez que le canal de Suez était, depuis son creusement, donc en 1869, hein, donc à la fin du Second Empire, par l'ingénieur français Ferdinand Lesseps, le canal de Suez était une voie tout à fait essentielle que, d'un point de vue stratégique sur le plan économique et militaire, il fallait absolument contrôler. Et c'était contrôlé par le Royaume-Uni à ce moment-là. Donc on peut comprendre que dans ces déserts qui, a priori, n'ont pas beaucoup d'intérêt, Rommel, le maréchal Rommel, a essayé d'atteindre justement le canal de Suez, qui était une voie de contrôle. Même si c'est après la guerre, effectivement, que cette voie va devenir tout à fait essentielle, hein, pour le pétrole. Parce qu'il faut savoir qu'avant la guerre, on peut dire qu'en gros, au Moyen-Orient, on ne produit que 1% de la production totale dans le monde. Donc c'est pas grand-chose, mais on n'en est que tout au début. Mais en 1944, à ce moment-là, c'est Roosevelt qui est président des États-Unis, il pousse les 5 majors, ou majors, si vous voulez. Les majors, ce sont les grandes compagnies pétrolières américaines, il y en avait 5 à ce moment-là, à se réunir former un cartel, donc, mais avec une direction unique, avec une stratégie commerciale unique, à se regrouper pour être offensifs et ne plus se faire concurrence entre eux. Vous savez que quand vous écoutez d'ailleurs le vocabulaire des entrepreneurs, de ceux qui dirigent de très grandes sociétés à l'heure actuelle, vous avez remarqué qu'ils utilisent toujours un vocabulaire militaire. Vous avez peut-être entendu ce matin qu'il y a une nouvelle banque qui va licencier du personnel, après Fortis, après AXA, elles font toutes la même chose. Elles expliquent, on entend toujours les PDG expliquer que c'est pour des raisons stratégiques, qu'il va falloir redéfinir la stratégie du groupe. Évidemment, c'est une stratégie qui peut être menée à l'infini, c'est toujours officiellement, et d'ailleurs ce l'est, pour être plus compétitif, c'est-à-dire gagner des territoires, en fait, si on raisonne en termes de conquête, gagner des territoires, des espaces, autrement dit de la clientèle. Et donc on doit licencier. Voilà. Mais donc vous avez entendu, c'est toujours le mot stratégique qui est utilisé. Mais oui, parce qu'en fait ce sont des chefs de guerre, ces PDG. C'est toujours avoir des dividendes supplémentaires pour les actionnaires, donc c'est une véritable guerre. Il ne faut pas oublier, il y en a certains qui disent que l'économie c'est la sublimation de la guerre. Parfois ce qui nous permet de ne pas avoir de guerre, c'est qu'au fond tous ces gens qui potentiellement sont des va-t-en-guerre, des généraux, etc., ils ont canalisé leur pulsion vers le secteur économique. Mais enfin, comme vous savez aussi, inversement, ça c'est ce que disent certains, l'économie peut déclencher aussi les guerres, et c'est ce qu'on va voir dans le courant de cet exposé, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment, d'ailleurs, parfois, en voyant ça sur Facebook, je me suis dit, mais c'est pas possible que le chef d'état-major de l'armée américaine ait pu tenir ces propos, parce qu'en voyant ça, vous dites, c'est un film de fiction. Bon, je n'ai pas encore vérifié la source, mais enfin, quand j'ai entendu ce discours, on voyait le chef d'état-major, donc, en train de dire, voilà, la guerre est imminente, il parle pratiquement de Troisième Guerre mondiale, ça va être beaucoup plus grave, il vise en particulier la Russie et la Chine. Pour l'instant, on est tous pépères et tout, mais vous allez voir, mais ce n'est pas exclu du tout, parce qu'il y a une logique de conflit entre les super grands. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de guerre en Europe, depuis 1945, qu'il n'y aura plus jamais de guerre en Europe, je dis bien, et dans le monde entre les super grands. On a l'habitude d'avoir externalisé nos guerres au Proche-Orient, en Afrique ou ailleurs, mais voilà, ce n'est pas une situation fixe, nous sommes des historiens,
nous savons que par définition, les choses bougent et que tout est rapport de force, bien entendu. C'est une question de rapport de force, il ne faut pas rêver, il ne faut pas planer comme ça dans des nuages. Hein. Ça nous paraît tellement horrible d'imaginer quel type de guerre pourrait avoir lieu qu'on refoule complètement, on ne veut même pas l'imaginer, hein, parce que ce serait effectivement l'apocalypse. Hein. Ce serait l'apocalypse. On ne veut pas l'imaginer, mais voilà, il faut se préparer à tout. Voilà, on a tendance toujours à dire, ben non, ça n'arrivera pas et tout. Ben, il y a quand même l'apocalypse dans certains pays du monde pour l'instant, en Syrie. Vous êtes d'accord, l'apocalypse, elle est là pour l'instant. Hein. Elle est là pour les populations. Hein. C'est à Alep, pour l'instant, la ville martyre. Enfin, il n'y a pas qu'Alep, il y a eu d'autres villes comme ça qui ont subi un sort similaire. Bon. Alors, je vous ai parlé de majors, alors, qui vont se regrouper en 1944 dans une super société hein, qui s'appelle l'ARAMCO. Donc A-R-A-M-C-O. Alors, je les ai écrits, j'ai écrit chaque fois la première lettre de chacun des 4 mots que je vais énoncer maintenant en majuscule. En fait, il n'y a pas de majuscule, mais c'est pour que vous voyez bien, hein, effectivement, qu'il y a 4 mots. Hein. AR, c'est Arabian, American, alors, Amraco, alors ben oui, mais ça c'est bizarre, c'est Oil Company. Alors pourquoi le C est avant? Ben oui, parce qu'il y a le O de Oil n'apparaît pas, et c'est CO de Company alors. Voilà. Donc ça va? Donc autrement dit, la compagnie de pétrole arabo-américaine. Voilà. Alors le arabo, entendons bien, hein, c'est pour donner le change. Bon, c'est bien que c'est purement américain, hein, bien entendu. Il faut dire c'est un consortium, si vous voulez, américain au Moyen-Orient. Alors il y avait dans les années 30 7 compagnies qui avaient le monopole de l'exploitation dans ces régions-là. Il y avait donc 5 compagnies américaines qui vont fusionner en 1944, mais il y avait également 2 autres grandes sociétés, une purement britannique, c'est BP, British Petroleum, ça va? Et alors une autre société qui est anglaise, anglo-néerlandaise, qui est Shell. Vous savez, le coquillage, je ne sais pas si c'est toujours le symbole de Shell. Enfin bon, voilà, Shell. Hein? Voilà. Donc il y en avait 7. Mais donc, il y en a 5 américaines qui sont groupées entre elles. Et bon, vous savez que plus on est gros, plus on peut être fort, et plus on peut. La concentration du capital permet effectivement d'occuper le marché dans un rapport de force, et surtout dans les négociations avec les gouvernements locaux. On progresse un petit peu dans le temps, et alors on va voir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir toute une série de conflits. Certains sont immédiatement liés à la guerre, enfin par définition, mais il y en a d'autres qui sont liés qui vont avoir des répercussions, enfin ça n'a pas de sens, je me dis, hein, lié à la guerre par définition. Je veux dire qu'il y en a certains qui vont avoir des répercussions très importantes sur les cours du pétrole. Vous savez qu'en 1948, l'État d'Israël est créé, qu'immédiatement il suscite l'ire, la colère des pays arabes voisins. Israël est attaqué, mais Israël résiste, hein, et va même conquérir des territoires qui sont à l'origine du problème israélo-palestinien aujourd'hui. Hein. La Cisjordanie va être occupée. Elle était jordanienne jusqu'alors, mais voilà, ça va être un endroit qui est donc occupé donc, par Israël, territoire dans lequel il y a à l'heure actuelle, comme vous savez, une population palestinienne très importante, comme à Gaza, mais c'est un véritable gruyère, un fromage, hein, qui, dans l'état actuel des choses, ne pourra jamais constituer un État. C'est inimaginable, hein, ce sont tous des petits Portoustans, comme
en Afrique du Sud avant la suppression de l'apartheid. Il n'y a aucun espoir. Tout le désespoir de la population palestinienne qui mène de manière cyclique des opérations, oui, ce sont des opérations de désespoir, il faut bien le dire, contre la puissance occupante. Donc, en 1956, alors là, cette fois-là, ce n'est pas les pays arabes qui vont attaquer Israël, c'est le colonel Nasser qui est devenu le premier grand dirigeant de l'Égypte après la suppression, l'abolition de la royauté, si mes souvenirs sont bons, c'est en 1952, donc l'abolition de la royauté avec le roi Farouk était en fait un fantoche entre les mains du gouvernement britannique, entendez-vous bien, et Nasser va nationaliser le canal de Suez. En effet, le canal de Suez, jusqu'à cette date, était en fait une voie de circulation qui était gérée, administrée par la compagnie de Suez, qui existe toujours, quand vous avez entendu parler de Suez, sauf que ça ne concerne plus Suez à l'heure actuelle. C'est une société, une holding, avec des activités bancaires, voilà, entre autres. Eh bien, la compagnie de Suez était donc entre les mains il y avait des capitaux donc britanniques et français, et donc le canal de Suez, on peut dire que c'était une propriété pour ces deux pays-là. C'était mis d'accord. Donc c'était une survivance de l'époque coloniale. Donc on était en plein néocolonialisme. De la même manière que vous savez que le canal de Panama, ça a été jusqu'à très récemment, je crois, la propriété pratiquement privée des États-Unis, alors que ça se trouve maintenant au cœur de l'État panaméen. L'État panaméen a été créé aussi d'ailleurs pour des raisons purement géostratégiques pour les Américains, il ne faut pas rêver. Voilà. Donc, lorsque Nasser nationalise le canal de Suez, réaction immédiate de la Grande-Bretagne et de la France, ils envoient des troupes pour s'opposer à cette nationalisation et reconquérir ce territoire perdu, ce territoire colonial qui est en train de se perdre. Mais alors Israël se joint à la France et au Royaume-Uni pour essayer d'avoir une part du gâteau. Il se fait que, suite aux pressions des États-Unis et de l'URSS, évidemment, ce sont des pressions qui n'ont rien à voir avec les motifs officiels qui sont invoqués par ces puissances à l'ONU. On invoque effectivement le fait qu'on n'est plus à l'époque coloniale, que l'Égypte est un pays indépendant. Pensez bien qu'ils ont une idée derrière la tête. Une fois les Français et les Anglais partis, voilà, ça nous permettra à nous aussi de profiter de cet espace en tout cas. Mais Israël garde un certain nombre donc d'avantages à la suite de territoire, donc à la suite de cette expédition de Suez. Alors, 1956, c'est la première grande crise pétrolière. Pourquoi? Parce qu'évidemment, je vous dis que cette voie entre la mer Rouge d'une part et d'autre part la Méditerranée a une valeur géostratégique tout à fait majeure. Pour des raisons économiques aussi et commerciales qui sont tout à fait évidentes. Et donc, il va y avoir, comme vous l'imaginez, une augmentation du prix du pétrole. Inévitablement, parce que Nasser, s'il nationalise, c'est d'abord pour percevoir aussi, imaginez, dans cette vaste zone qu'il contrôle aussi des droits de douane. C'est logique. Et donc, le prix du pétrole va fortement augmenter. Ça, c'est la première grande crise. Alors, je vous avais parlé des concessions tout à l'heure, mais sans définir ce que c'était. C'était quoi des concessions? Eh bien, c'était des contrats faramineux qui étaient passés entre des compagnies
et les gouvernements locaux, donc au Moyen-Orient, et qui permettent, comment dirais-je, donnaient le monopole exclusif à ces compagnies de l'exploitation dans des territoires définis dans ces contrats, qui leur permettaient de contrôler donc entre 20 et 100% de l'exploitation du territoire de certains pays. Donc vous imaginez, hein, une situation incroyable. À l'époque, en échange, donc, les compagnies qui exploitaient le pétrole devaient payer un certain pourcentage, mais pas très élevé, je crois que c'était 12% à l'époque, du prix affiché, hein, du pétrole à ce moment-là sur les cours du marché. Par la suite, il va y avoir un passage allant à 50% des prix du marché. Donc c'est ce qu'on appelle qu'on appelait avant donc les royalties, hein, au pluriel, hein, royalties, auxquelles s'ajoutaient les taxes. Donc au début c'était 12%, et puis on va passer de 12% à 50%, parce qu'ils ne sont pas complètement idiots non plus, hein, les Arabes. Hein. Mais le tout, c'est d'être dans un rapport de force qui permette justement d'imposer ces conditions. En 1960, le système des concessions est abandonné par une partie des pays producteurs de pétrole, pays qui sont passés, après 1960, au socialisme. C'est le cas de l'Algérie, de la Libye, et c'est le cas également de l'Irak. Donc ça veut dire que à partir de maintenant, il n'y aura plus de concession, il y aura nationalisation. Ça veut dire que les gisements de pétrole appartiendront aux États sur les territoires desquels se trouvent les gisements, mais qu'en revanche, la commercialisation continuera à se faire par les fameux majors dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je dis bien la commercialisation, mais plus l'exploitation. Donc il faut distinguer les deux, en tout cas pour les trois pays que je viens de citer. Il va y avoir alors toute une série de guerres, hein, qui vont se succéder, mais avant de vous parler de ces guerres après 1960, il y a donc cette date clé que j'ai mentionnée dans mon introduction, qui est 1960, création de l'OPEP, c'est-à-dire de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Donc l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Dorénavant, c'est l'OPEP et non plus chacun des pays membres de cette organisation qui vont négocier avec les grandes compagnies internationales, donc, américaines, britanniques, entre autres, ou hollando-britanniques pour la Shell. Donc le rapport de force n'est plus le même. Et ça, ce sont les conditions concrètes, hein, économiques, politiques, qui font qu'on n'est plus dans le même système. Hein. Il y a eu la décolonisation aussi, hein, à ce moment-là. Il ne faut pas oublier. Donc, voilà, les conditions ne sont plus les mêmes. Donc, dorénavant, à partir de 1960, on ne négocie plus, les grandes compagnies ne négocient plus avec les gouvernements locaux, mais ils négocient avec une organisation. Et c'est cette organisation qui décide, on augmente ou on diminue le prix du pétrole. Vous savez, la loi élémentaire de l'économie trouve ici sa pleine illustration. Vous savez que la première loi de l'économie, c'est que plus un produit est rare, plus il est cher, et plus un produit est abondant, et plus il est bon marché.
Hein, je ne vous apprends rien, c'est tout à fait élémentaire, il suffit d'aller au marché pour acheter des tomates, hein, et vous verrez que ça fonctionne comme ça, hein, en fonction des saisons. Si vous allez à la bonne saison, ben, vous allez payer moins cher vos poires, etc. C'est logique, les fraises, n'en parlons pas en plein hiver. Hein. Je veux dire, on importe aussi des fraises d'ailleurs, mais enfin, vous imaginez qu'elles sont plus chères que les fraises produites à Ouépion, donc près de Namur, chez nous, hein, au mois de juin. Hein. Voilà, c'est pas la même chose, en mai, juin, disons. Hein. Voilà, donc c'est logique tout ça. Donc, c'est l'OPEP qui va décider, en fonction de la situation internationale, d'ouvrir ou de fermer le robinet de pétrole, ou quand je dis fermer, non, de laisser couler un petit filet, ou au contraire, hein, que ce soit la grosse douche. Voilà. Alors, les autres guerres qui vont avoir lieu au Proche-Orient, il y a d'abord celle de 1967, où Israël est attaqué simultanément par la Syrie, par la Jordanie et par l'Égypte. C'est ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. Cette guerre, c'est Israël qui va l'emporter. En 1973, autre guerre entre Israël et les pays arabes, c'est l'Égypte plutôt concernée cette fois-là, c'est la guerre du Kippour. Effectivement, la Syrie et l'Égypte avaient décidé d'attaquer Israël le jour de la fête du Kippour, jour où les Israéliens sont en période de repos. C'est une fête religieuse. Le Kippour, ça signifie la fête du grand pardon. Donc ils se sont dit, ben, c'est les jours, c'est comme dimanche, c'est comme la Noël pour les chrétiens. Hein? Et donc ils attaquent ce jour-là. Ben, Israël, voilà. Et là, quand même, Israël a quand même été violemment secoué parce que je crois que c'est la 3e armée égyptienne est parvenue à prendre pied de l'autre côté du canal de Suez, parce que tout le Sinaï était occupé déjà, c'était depuis la guerre de 6 jours, donc depuis 67 par Israël, mais l'Égypte donc parvient à mettre pied de l'autre côté. C'est en 1978 et 1979 que, à l'initiative des États-Unis, et on les comprend, les Américains, eux, ce qu'ils ont en tête, c'est pas l'avenir du monde, c'est l'avenir des États-Unis. C'est logique. Toute puissance, tout pays cherche à défendre d'abord ses intérêts nationaux. On ne peut pas leur en vouloir. Et donc, le président Jimmy Carter, un démocrate à l'époque, prend l'initiative de rassembler, de réunir, après déjà des négociations préalables, vous imaginez bien, à Camp David, aux États-Unis, les 2 dirigeants israéliens et d'autre part égyptiens, à savoir le Premier ministre Menahem Begin, donc Menahem Begin, et d'autre part Menahem Begin, donc ça s'écrit M-E-N-A-H-E-M, et Begin, B-E-G-H-I-N, et d'autre part le président égyptien qui est Anwar el-Sadat. Ça va l'écrire, je suppose, Anwar el-Sadat, qui va d'ailleurs être bientôt assassiné d'ailleurs. Mais celui-ci, il signe un accord historique, qui leur a donné à tous 2 le prix Nobel d'ailleurs, prix Nobel de la paix, parce que c'était pas évident du tout, entre deux pays qui menaient une lutte fratricide, on peut le dire, au Moyen-Orient. D'ailleurs, l'Égypte est le seul à signer à ce moment-là, le seul pays, parce que les autres pays arabes continuent à être des belligérants face à Israël, potentiels en tout cas. Et donc, vous imaginez aussi, après la guerre de 1967, après la guerre de 1973, les cours du pétrole flambent, bien entendu. Dès que ça chauffe au Proche-Orient, parce qu'il y a un conflit, vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire circuler facilement, je dirais même c'est impossible, des navires dans le canal de Suez quand vous avez la guerre qui se produit précisément à cet endroit-là. Donc,
le pétrole devenant rare, il devient plus cher. Donc c'est une loi tout à fait mécanique. Je crois qu'un enfant de première secondaire comprend, à 12 ans. Il ne faut pas être économiste pour pouvoir comprendre cette loi qui est tout à fait élémentaire, primaire. Alors, j'avance dans le temps. Alors, nouvelle crise, 1979-1980. Donc, en 1973, vous avez eu ce qu'on appelle le premier choc pétrolier. Ce premier choc pétrolier, qu'on a souvent avancé comme explication, comme à l'origine de la grande crise en Europe ou dans le monde, sur le plan économique, c'est une grande crise. C'est vrai qu'il a joué un rôle important. Ça, personne, à partir du moment où vous doublez le prix du pétrole brut, ce qu'on appelle le Brent, vous imaginez bien que les usines, les voitures, etc., ça a des conséquences. Moi, je me souviens de cette crise de 73, j'étais à la fin de mon secondaire, voilà, il n'y avait plus de voitures, il n'y avait plus rien le week-end. Donc ça veut dire on est allé à l'école à pied. Enfin non, là c'était le week-end, donc c'était pas à l'école. Mais je me souviens que le week-end, il n'y avait plus rien, donc on devait tout faire à pied. Vous imaginez? Maintenant on fait des dimanches sans voiture pour des raisons écologiques. Mais à l'époque, c'était pas écologique, c'était contraint et forcé. Et je me souviens de ces hivers, vous imaginez quand le pétrole est rationné. Donc imaginez le problème de mazout. Donc on chauffe vraiment à certaines heures. Donc on se retrouvait, pas la situation de la guerre, quand même, il ne faut pas exagérer. Mais enfin, tout ça était rationné parce qu'il ne fallait pas toucher aux réserves vitales des pays. Voilà. Stratégique, comme on dit aussi, entre autres pour l'armée. Parce que si l'armée n'a plus d'essence, vous imaginez, c'est le moment ou jamais où... vous vous souvenez ce qui est écrit dans Hergé, là, tout à l'heure, s'il n'y a plus de pétrole, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'armée, qui est une des préoccupations majeures de ce chef d'entreprise qui, tout à coup, s'intéresse à la situation internationale, alors qu'il pense, évidemment, surtout comment dirais-je, au bénéfice de sa propre société, mais enfin, tout est lié, bien entendu. Donc, que se passe-t-il en 1979 et en 1980? C'est la révolution islamique en Iran. Le Shah d'Iran, qui était donc l'empereur d'Iran, avait mené tambour battant la modernisation de l'Iran, mais au profit de la grande bourgeoisie en Iran, et avec le concours des grosses sociétés pétrolières et des Américains qui l'avaient aidé, en tout cas la CIA, en 1951 ou 1952, contre un premier ministre communiste, et pour le mettre dehors, quoi. Il y a eu un coup d'État organisé par la CIA, un petit peu comme en 1973. C'est la CIA qui a prêté son concours, l'aide logistique et pensante, pour renverser, le 11 septembre, Salvador Allende au profit d'un régime militaire dirigé par Augusto Pinochet. Vous le savez. Bon. Donc, révolution islamique, c'est l'ayatollah Khomeini qui arrive au pouvoir, c'est le guide spirituel de la révolution, en fait, c'est une sorte de dictature religieuse qui s'installe avec des ayatollahs. Les ayatollahs, c'est l'équivalent des évêques, si vous voulez, parce que dans le clergé chiite, il y a une hiérarchie à l'inverse du clergé sunnite, où là, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de clergé. Tandis que chez les chiites, c'est différent, il y a des mollahs, l'équivalent des prêtres. Vous donnez une comparaison, et alors il y a au-dessus donc des ayatollahs. Et donc l'ayatollah Khomeini, c'est le pape, entre guillemets, du chiisme iranien. Bon, ce sont des comparaisons qui n'ont pas de valeur scientifique, mais qui vous permettent un petit peu de faire des parallèles, ce sont des analogies. À partir de ce moment-là, la situation change du tout au tout. Pour les Américains, pour les Britanniques, vous imaginez, avant vous aviez un régime qui était un régime, entre guillemets, de collaborateurs avec l'Occident, et puis là, vous avez un régime qui prend le contre-pied.
Ce régime est toujours en place, comme vous le savez, aujourd'hui, donc en 2016, en Iran. Les choses se sont un petit peu calmées dans les relations internationales, et en particulier avec les États-Unis, mais c'est tout récent, hein, tout ça. Vous avez entendu, ce sont des accords qui datent d'il y a quelques mois seulement, hein, c'est très très récent. Donc là aussi, vous imaginez, le pétrole, hein, il suit la tension internationale. C'est le moment où, en plus, parallèlement, en 1980, débute une guerre entre l'Irak et l'Iran. Ça ne fait rien pour calmer les choses, hein, parce que l'Irak, c'est aussi un grand producteur de pétrole. Cette guerre va durer 8 ans. Jusqu'en 1988. Donc c'est déjà Saddam Hussein qui est au pouvoir à ce moment-là. Il se fait que c'est quasiment un match nul. Il y a eu des centaines de milliers de morts parmi les soldats des deux armées respectives. C'est presque un match nul. Mais il se fait que Saddam Hussein, quelques années plus tard, plus précisément 2 ans plus tard, ayant perdu, estimant à juste titre qu'il fallait que l'Irak se refasse une santé, parce que je veux dire, économiquement, l'Irak était au plus mal à ce moment-là, même s'il produisait énormément de pétrole, eh bien, doit compenser les pertes de cette longue guerre de 8 ans et décide d'envahir le Koweït. On est en 1990. Vous connaissez la réaction, donc ça se passe au mois d'août 1990. Vous connaissez évidemment la réaction internationale. Il se fait que c'est effectivement un pays souverain qui est envahi. Évidemment, s'il n'y avait pas le pétrole au Koweït, je ne sais pas si l'émotion aurait été aussi grande. Hein. Si ça avait été un pays du Sahel où il n'y avait pas d'uranium et il n'y avait pas de gaz ou quoi que ce soit en Afrique, pensez bien qu'il n'y aurait pas une telle réaction internationale. Donc, oui, vous n'avez pas connu ça. Moi, j'ai encore vu cette guerre en direct à la télévision, hein, avec des bombardements sur Bagdad, c'était une guerre en direct, quoi, hein, c'était vraiment étonnant. La première guerre en direct, c'était la guerre du Vietnam, hein, donc dans les années 60. Mais là, on a vu aussi une guerre en direct. Quoi, hein, ça faisait penser à un wargame, véritablement, puisqu'on voyait ça à la télévision. Mais ce sont, entendons-nous bien, c'était des images qui étaient triées par l'armée américaine. Hein, donc, pensez bien, ce sont des images de propagande à l'usage du public international. Bien entendu, il ne faut pas être naïf quand on voit ce genre d'images. Saddam Hussein perd, donc l'Irak, voilà, c'est fini, ils perdent le Koweït. Et vous savez que, hein, en 2003, une des justifications de George Bush Jr. a été le fait que Saddam Hussein, je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'exposé, préparait donc des ogives nucléaires, était dans un programme dont on n'a jamais rien trouvé d'ailleurs, pour en finir une fois pour toutes avec l'Irak, d'autant plus qu'en arrière-fond, avait quand même cet esprit revanchard depuis 2001, le 11 septembre, où les États-Unis avaient souffert, hein, parce qu'il y a eu quand même, souffert de ma part, c'est quoi ça, 5000 morts, il me semble, quelque chose comme ça. Vous connaissez les tours à New York qui ont été abattus par des avions suicides. Et, c'est pas les avions qui étaient suicides, c'était les pilotes qui étaient dedans qui les envoyaient contre les tours. Et qui a conduit à la guerre en Afghanistan, puisqu'on avait identifié l'auteur, Oussama Ben Laden, comme étant le chef d'une organisation, Al-Qaïda, qui était à l'origine de cet épisode. Mais un an après, voilà, donc c'est dans la foulée,
l'Irak n'avait rien à voir avec les deux tours, hein, entendons-nous bien. Mais il y avait l'Afghanistan, et puis bon, hein, voilà, il y avait l'esprit revanchable américain hein, qui était échauffé à ce moment-là, et donc au niveau des mentalités, ça n'a pas paru choquant, pas du tout, au contraire, dans l'opinion publique américaine. Hein. Vous savez, c'est un petit peu comme Rome avec Carthage. Hein. Vous savez qu'il y a eu 3 guerres puniques. Hein, donc au IIe siècle avant Jésus-Christ, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, hein, donc entre 264 et 202, et puis il y a eu une 3e guerre punique, hein, qui s'est terminée en 146 par la défaite de Carthage. Carthage était complètement rasée, on y a semé du sel de telle manière qu'il n'y ait plus la possibilité de rendre cette terre fertile, et vous aviez donc un orateur célèbre, un politicien qui terminait toujours ses discours, Caton, qui disait hein, Carthage doit être détruite, Carthago delenda est. Eh bien, en fait, c'est donc il y a eu un petit peu l'équivalent, si vous voulez, avec l'Irak, c'est que, hein, voilà, l'Irak était fortement affaibli, hein, mais les États-Unis auraient pu détruire l'Irak en 1990, mais il n'y avait aucun intérêt. Ils auraient pu poursuivre leur avantage sans problème, mais ça les arrangeait bien d'avoir un régime affaibli à cet endroit-là, avec lequel on puisse négocier, etc. Mais à un moment donné, ben, voilà, hein, il fallait en finir devant les velléités potentielles. Voilà, je vous ai expliqué il y a quelques minutes. Alors, je regarde s'il y a encore des choses à vous dire quant à la chronologie. Voilà, alors vous avez vu également qu'on jouait dans cette partie de yo-yo dans les prix du pétrole, du cours du pétrole. Dans les années 2000 et suivantes, il va y avoir un boom économique au Moyen-Orient qui va s'arrêter brusquement en 2008 lors de la crise financière internationale. Et alors vous allez voir qu'après le pétrole va donc réaugmenter tout doucement, mais avec toujours ces périodes de haut et de bas. Et alors, vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, il y a eu un contre-choc pétrolier qui a permis une baisse massive, près de 50%. Hein. Donc il y a eu 44% de baisse du pétrole en 2014. Pour ceux qui ont des voitures ou qui ont vu en tout cas leurs parents qui ont des voitures, vous savez que à la pompe, l'essence était devenue moins chère. Ça ne s'est pas répercuté à ce point-là, parce que comme vous le savez, l'État impose de très lourdes taxes, bien entendu. Mais en tout cas, il y a une baisse quand même significative. Maintenant, l'essence a réaugmenté. Hein. Je vous ai dit, c'est un marché très volatile où la spéculation joue à plein, à fond, et donc, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a donc des crises économiques, et les crises militaires jouent un rôle fondamental, évidemment, dans le prix de l'essence que vous achetez à la pompe. Ça, c'est sûr. Mais je vous dis, il y a aussi la spéculation hein, là-dedans. Donc, il n'y a pas seulement que les guerres, il n'y a pas seulement que les grandes crises économiques. Parce qu'en 2008, ce qui s'est passé, c'est d'abord une crise financière qui est devenue une crise économique. Et la crise économique a eu, bien entendu, des conséquences sociales. Donc, cette crise économique est devenue une crise sociale aussi. Donc, au chômage, voilà, enfin, vous connaissez, hélas, j'espère pas dans votre famille, mais enfin, cet engrenage qui s'est mis en route à ce moment. Bon, il y a déjà 8 ans, hein, quand même. Mais qui sert aussi de prétexte à certaines politiques néolibérales pour poursuivre certaines politiques de ce qu'on appelle d'ajustement, alors que ça arrange évidemment, bien sûr, la grande bourgeoisie, et pour réduire évidemment les salaires, mettre les travailleurs en concurrence, etc. Donc, entendons-nous bien, il n'y a pas que la crise, il y a l'idéologie de la crise qui se greffe au-dessus. Hein, on l'oublie souvent. Bon. Donc, voilà donc, pour l'essentiel. Alors maintenant, je vous ai dit que j'allais vous parler de la concurrence internationale avant de vous parler de l'économie et de la société dans les pays du Moyen-Orient. La concurrence internationale, vous pensez bien qu'avec ces augmentations successives du pétrole, l'instabilité des prix qui pose des gros problèmes pour les entreprises,
lorsqu'elles veulent définir une stratégie, sinon à long terme, au moins à moyen terme, c'est-à-dire à 4-5 ans, c'est un problème, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu trouver des parades. D'autant plus qu'entre-temps, même si ce n'est pas immédiatement lié, disons que c'est la justification idéologique, que l'écologie et les problèmes de réchauffement climatique, qui ont plus que vraisemblablement, je ne suis pas spécialiste, mais enfin quand on entend quand même des gens qui sont plus que qualifiés, a un rapport quand même avec la production, avec le carbone, donc avec la production de pétrole, avec l'essence, entre autres. Hein. Je ne vais pas vous en parler, vous connaissez ça aussi bien que moi, certainement. Et donc, des pays ont dû diversifier leurs sources d'énergie en utilisant le moins possible et de moins en moins des sources fossiles, mais des sources d'énergie renouvelables. En particulier, je pense aux parcs d'éoliennes, qui profitent de l'action motrice du vent pour faire tourner des hélices, vous connaissez ça, pour effectivement produire de l'électricité. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que pour construire toutes ces tours, on doit utiliser beaucoup de ciment, et que le ciment, il est fait dans des usines où on utilise, etc., pétrole, etc. Enfin bref, tout est lié de toute façon. Mais enfin, à terme, c'est effectivement une des solutions. Vous connaissez également tous les panneaux photovoltaïques qui sont mis sur les toits pour capter l'énergie solaire, etc., etc., etc. Voilà. Mais ça, évidemment, ce sont un peu des palliatifs, parce que l'énergie vient essentiellement même de l'électricité qui est produite avec justement le pétrole ou le charbon. C'est le cas par exemple, dans nos pays c'est plus le cas, mais enfin pensez quand même en Chine où la pollution est devenue tout à fait dramatique, mais ils sont dans leur seconde révolution industrielle, même s'ils mènent leur troisième révolution de type électronique et informatique parallèlement, mais ils sont aussi dans la seconde révolution industrielle où les sources d'énergie, ce sont donc le pétrole, le gaz et l'électricité. C'est ça, la deuxième révolution industrielle. Vous vous souvenez que la première, c'est la vapeur. La deuxième, c'est le pétrole, le gaz, l'électricité. Et la troisième, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'électronique, l'informatique. Et certains disent maintenant que la quatrième, on est en plein dans la quatrième avec le numérique, mais pour moi, qui vois ça de haut comme historien, et sans du tout être spécialiste dans ces matières, pour moi, la quatrième, c'est rien d'autre que la prolongation de la troisième. Je ne vois pas très bien en quoi le numérique, et ça c'est de mon point de vue, mais c'est vrai qu'elle prend une telle place dans notre vie quotidienne qu'on peut dire que c'est la 3 bis ou une subdivision de la 3, si vous voulez. Enfin, à mes yeux en tout cas, mais c'est vrai que je ne connais rien du tout en électronique, et il y a peut-être des choses qui m'échappent. Ça c'est fort possible. Donc, j'étais en train de vous expliquer qu'il y a cela. Mais à côté de ça, on utilise aussi au Canada et aux États-Unis des sources d'énergie qui sont autant, si pas plus, polluantes et dangereuses à terme que le pétrole. Pour diversifier les sources d'énergie, ce sont c'est aussi du pétrole, mais du pétrole qui ne se trouve pas dans des poches souterraines profondes, extrêmement importantes. Mais là, ce sont, vous le savez, c'est le pétrole issu du schiste aux États-Unis, et alors le pétrole d'origine bitumeuse dans les forêts canadiennes. Alors là, ça fait pour le schiste, vous savez, il s'agit de casser comme ça, donc moi je ne suis pas géologue, mais enfin d'envoyer de l'eau sous forte pression pour casser en fait du schiste entre lesquels se trouve donc ce pétrole-là, c'est ça je crois. Voilà. Et alors pour le bitume, là vous imaginez, on doit remuer, alors là ce sont des boues bitumeuses, le bitume c'est en fait le pétrole aussi, donc on doit remuer, alors on détruit des forêts à l'heure actuelle, vous imaginez,
fasse quantité, mais ce sont toujours des énergies fossiles, hein, qu'il s'agisse des schistes ou des bitumes. Donc ils polluent terriblement, et là on n'est pas dans le désert. Hein. On n'est pas dans le désert. Hein. Entendu quoi qu'aux États-Unis, il y a aussi des déserts de pierre ou de sable, mais enfin, en tout cas, la forêt canadienne est en train de trinquer hein, pour l'instant. Voilà. Même s'il y a eu les accords concernant l'écologie qui ont été signés, je crois que le Canada vient de signer ou va signer, les États-Unis et la Chine ont signé, hein, ça je sais. Mais le Canada, je ne sais pas, parce que vous savez qu'on est en différend avec le Canada depuis quelques jours. Surtout les Wallons et les Bruxellois. Nous sommes le petit village d'irréductibles Gaulois hein, qui résiste face à cet accord international entre l'Union européenne et le Canada, hein, qui est l'équivalent du TTIP entre l'Union européenne et les États-Unis. Alors, voilà, je vous ai donné quelques éléments en termes de concurrence internationale. N'oubliez pas aussi qu'il y a des pays qui ne sont pas membres de l'OPEP et qui produisent du pétrole. Hein. Voilà, les États-Unis, par exemple. Hein. Mais vous avez dans l'OPEP des pays qui ne se trouvent pas au Moyen-Orient, comme le Venezuela, et qui produisent du pétrole. Donc, vous voyez, hein, le Moyen-Orient a certainement le cœur, un des cœurs, le cœur essentiel, je dirais, de l'économie en matière de sources d'énergie. Mais je vais peut-être vous montrer au tableau, ici, des chiffres qui sont tout à fait significatifs. Hein. Ce sont les réserves de pétrole actuelles, en 2014, nous sommes en 2016, enfin, c'est quand même aujourd'hui, uniquement, au Moyen-Orient et dans le reste du monde. Vous allez voir que l'Arabie Saoudite possède 16% des réserves de pétrole prouvées. Hein, c'est prouvé, ça. Ce n'est pas des chiffres lancés en l'air, hein, donc par des experts. 16%. L'Iran, 9%. L'Irak, 9%. Koweït, 6%. Émirats Arabes Unis, donc vous voyez Dubaï, Abu Dhabi, à 6%. Et les autres pays du Moyen-Orient, Syrie, etc., 2%. Donc vous voyez que ça nous donne un total de 48% par rapport aux réserves dans le reste du monde qui sont évaluées, et c'est prouvé aussi, à 52%. Je n'ai pas pris mes chiffres au hasard, c'est bien, hein, utiliser une source très fiable et même sûre. En tout cas. Donc vous voyez, hein, autrement dit, la moitié des réserves de pétrole dans le monde se trouve, vous voyez, dans pratiquement 5 pays. Vous comprenez que l'Arabie Saoudite contrôle une grande partie de l'échiquier hein, quand il s'agit de déterminer les prix. Parce que si l'Arabie Saoudite dit non à un moment donné, ou quand on est en période de crise, hein, pour éviter qu'il y ait un troisième choc pétrolier, elle a joué un rôle important pour éviter qu'il y ait un troisième choc pétrolier, elle a décidé d'augmenter sa propre production. De telle manière, parce qu'elle sait que... Alors pourquoi? Je vais vous expliquer ça dans un instant. Quel est l'intérêt de l'Arabie Saoudite? Je vais vous en parler quand on va voir économie et société locale, dans un instant. Voilà. Alors vous comprenez, ces deux pays-là, en quoi ils jouent un rôle essentiel sur le plan géostratégique. Hein? Le Koweït, 6%, c'est un tout petit pays. Vous comprenez, Saddam Hussein, 9%. Le Koweït, 6%, enfin, ce sont les réserves actuelles, je ne dis pas que c'est celle-là qui est évaluée au moment de la guerre, hein, il y a 25 ans. Hein. Mais voilà, comme vous voyez, les Émirats Arabes Unis, 6%. Ben, en tout cas, il y a quand même un lien de nouveau hein, entre, quand vous voyez la richesse à Abu Dhabi, à Dubaï, etc., 6%, je veux dire, il ne faut pas être un grand logicien pour voir le rapport entre les deux. Mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail dans quelques instants. Donc vous comprenez pourquoi le Moyen-Orient, c'est une région dont on n'arrête pas de parler, qui est constamment sous tension depuis la Deuxième Guerre mondiale. Constamment sous tension. Alors oui, il y a des problèmes Israël, Palestinien, etc., mais c'est dans un contexte donné, hein, je veux dire.
Les États-Unis, s'ils soutiennent comme ça Israël, ben, alors les fantasmes concernant le lobby juif à New York, etc., je ne dis pas que c'est tout à fait... Je veux dire, on est nouveau dans un fantasme. Hein. Alors effectivement, il y a des hommes d'affaires importants à New York, juifs, d'accord, enfin, de là à tout baser là-dessus, ça n'a pas de sens. Même si New York, c'est vrai, ça c'est chiffré, mais en fait, il ne faut pas du coup en faire une théorie du complot. Hein, et la plus grande ville juive au monde. Hein, il y a 10% des New-Yorkais qui sont d'origine juive. Et ça s'explique parce qu'il y a beaucoup de juifs très pauvres qui ont émigré aux États-Unis aussi, hein, qui venaient d'Europe centrale, hein, parce qu'ils subissaient des pogroms et tout. Hein, voilà. Voilà. Mais donc l'essentiel, c'est que, je vous l'ai expliqué, c'est que Israël, c'est un peu le gendarme, et même beaucoup, avec l'Arabie Saoudite aussi d'ailleurs, ce sont les gendarmes des États-Unis au Proche-Orient. Voilà. Donc c'est pas par hasard que les États-Unis subventionnent ces deux pays de manière très, très, très importante. Hein. Voilà. D'ailleurs, si c'était vraiment le cas, on ne voit pas pourquoi ils subventionneraient l'Arabie Saoudite. Hein. Pas des juifs que je sache. Hein. Bon. Voilà, donc il ne faut pas non plus se focaliser sur des théories hein, qui n'ont pas beaucoup de sens. Hein. Il ne faut pas que tout explique par là, même si Kissinger, effectivement, qui était, comment dirais-je, le chef de la diplomatie américaine à l'époque de Nixon, il était juif, effectivement, mais enfin bon, tout expliqué par ça, c'est quand même un petit peu simpliste. Hein. Vous avez des gens comme Kissinger, ça n'a strictement rien à voir avec ses origines. Simplement, c'est un homme qui, comme Talleyrand, aurait sans doute vendu son âme au diable. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec ses origines. Hein. Talleyrand n'était pas juif, quand même. C'est une sorte de Talleyrand, en fait. Hein. À l'époque de Napoléon, hein, vous savez, Talleyrand qui a comme ça servi plusieurs régimes successivement. Voilà, donc je ferme cette parenthèse. Et alors on passe maintenant au dernier point, donc économie et société locale. Parce que quand on étudie les pays qui produisent du pétrole, on a tendance à ne les voir que de notre point de vue. De notre point de vue, c'est-à-dire en quoi ils constituent une pièce maîtresse par rapport à nos économies. Mais on peut peut-être se poser la question de savoir comment ça se passe sur place, leur développement interne. Quelle économie ont-ils? Quelle démographie ont-ils? Les comportements sur place, comment ont-ils évolué? Donc faire un petit peu un travail d'historien, pas seulement un travail de spécialiste de Sciences Po, vous voyez, ou d'économiste, quoi. Voilà. Essayer d'avoir une vision totale hein, de ce phénomène qu'est l'industrie pétrolière et de ses conséquences sur la vie des gens aussi, mais les gens de là-bas, pas seulement les gens ici. Voilà. Alors, on va reprendre les choses à partir du début, enfin disons à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Disons. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les gouvernements locaux, donc les pays arabes, n'avaient pas de personnel compétent et suffisamment de main-d'œuvre pour permettre l'exploitation du pétrole, même si c'était des compagnies qui engageaient ce personnel. Il fallait engager des ouvriers. Ces ouvriers venaient souvent d'Inde, de Sri Lanka. Il fallait engager aussi des ingénieurs. Et puis, il y a aussi des hommes d'affaires qui sont apparus, pas pour le pétrole, mais enfin, je veux dire, le pétrole a eu un effet de moteur pour toute l'économie locale. Donc, il y a eu des hommes d'affaires également, provenant du Liban, et après 1948, provenant également de Palestine. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont extrêmement riches et qui sont d'origine palestinienne. On voit toujours les Palestiniens, effectivement, ce peuple misérable qui, pour ceux qui sont restés sur place, en Cisjordanie et à Gaza, et ça c'est une réalité, hein, c'est un peuple qui souffre, hein, ça, sans aucun doute. Mais il y a aussi ceux qui étaient plus riches, qui ont pu partir et faire fortune ailleurs. Hein. Même chose pour les Libanais. Hein. Vous savez, il y a eu une guerre très très longue au Liban dans les années 1970, et bien, il y a
beaucoup de Libanais qui sont partis à ce moment-là et qui ont fait fortune ailleurs. Hein. Voilà. C'est le cas de la famille Hariri, par exemple, hein, qui occupait des postes gouvernementaux au Liban. Voilà. Alors, donc, ces économies qui étaient tout à fait inexistantes au début, dans la première moitié du siècle, parce qu'on peut dire franchement que c'était des régions de bédouins. Hein. C'était des régions de bédouins. Hein. Si vous lisez les Septuagintes de la sagesse de Lorenz d'Arabie, vous vous rendez compte que dans toutes ces régions-là, c'était des bédouins, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait une ligne de chemin de fer, effectivement, qui allait à Damas, et une autre qui allait à Médine et à la Mecque, qui avait été construite dans l'Empire ottoman, mais par des ingénieurs allemands. Mais pour le reste, c'était vraiment le désert, au sens, pas seulement au sens propre, géographique, mais au sens économique. C'était un désert, véritablement. Oui, il y avait des bédouins, il y avait des petits commerces, mais enfin, il n'y avait rien de significatif sur le plan international, il n'y avait rien du tout. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, donc, il y a une économie qui se forme véritablement par et autour de l'industrie pétrolière, et ceci va changer la donne. Il y a donc des gens qui s'enrichissent. Il va y avoir tout doucement la création d'une classe moyenne. Après les années 60, ou dans les années 60, on peut considérer qu'une société de type tout à fait, ou des sociétés stratifiées se mettent en place. Vous avez au plus bas de l'échelle cette main-d'œuvre très très bon marché qui travaille dans des conditions vraiment de travail épouvantables, inhumaines. On en a encore eu des témoignages, d'ailleurs récemment. Hein. Vous savez qu'en 2022 auront lieu les Jeux Olympiques ou la Coupe mondiale du football, je ne sais plus. En 2022. Enfin, j'ai oublié. En tout cas, il y aura des manifestations sportives très importantes à vous imaginer au Qatar. Et franchement, vous avez entendu parler, c'est quand même. Hein, il y a le climat au Qatar. Bon. Alors bon, moi je veux bien, mais vous voyez que ce n'est pas vraiment les conditions optimales pour des sportifs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Hein. Mais évidemment, tout ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Vous savez très bien qu'il y a des gros sous derrière. Hein. Je veux dire, ce n'est pas par hasard que le Qatar a été choisi quand même. Hein. Pas d'illusion. Même si, soi-disant, le comité, je crois que c'est le comité olympique international, censé être neutre. Enfin, vous avez eu toutes les affaires qui ont pu se passer, que ce soit dans ce comité-là, ou que ce soit dans la Fédération internationale de football, là vous avez vu avec Michel Platini, etc. Tous les dessous de table et tout, c'est un monde épouvantable. À l'heure actuelle, vous savez, enfin, bon, le sport est complètement instrumentalisé, hein, c'est devenu un secteur d'affaires juteux, et voilà, il se fait qu'il y a des gens qui effectivement, quand ils vont dans un stade de football, ou quand ils vont voir les Jeux Olympiques, mais évidemment, c'est pour leur plaisir, c'est vrai que c'est beau le sport, hein, c'est une activité humaine qu'il faut valoriser, mais enfin, qu'est-ce qu'il n'y a pas comme milliard derrière, hein. Qu'est-ce qu'il n'y a pas comme milliard derrière, hein. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais il y a quelques instants. J'étais en train de vous dire, voilà, la strate la plus basse, ce sont donc une main-d'œuvre qui vient d'Inde, de Sri Lanka. Vous avez certainement entendu parler qu'il y a des Philippines hein, qui deviennent femmes de ménage hein, dans des ménages dans ces pays-là, dans les Émirats en particulier, donc qui travaillent dans des conditions et pour des salaires complètement ridicules. Alors, vous avez un groupe intermédiaire qui est constitué par, je dirais, il y a de la population locale, certainement. Il y a aussi des Palestiniens, des Libanais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il
il y a aussi des Européens. Alors quand je dis moyen, c'est-à-dire on va vers la bourgeoisie, et la bourgeoisie, pas la grosse bourgeoisie obligatoirement, mais en tout cas la bourgeoisie bien nantie. Et puis il ne faut pas oublier que les gouvernements locaux, par exemple en Arabie ou au Koweït, ont trouvé quand même un intérêt à réserver les emplois, un certain nombre d'emplois, à la population locale. Il ne s'agit pas non plus qu'elle se révolte en voyant une richesse effarante en face d'elle. Vous connaissez la richesse de tous ces princes saoudiens. Je crois que dans la famille royale, il y a plus de 5 ou 6 000 princes. Enfin, parce que tout le monde est prince. Donc, quand vous êtes membre de la famille royale, mais comme ce sont des clans et ils ont à chaque génération je ne sais pas combien d'enfants, ils ont plusieurs femmes, comme vous savez aussi, donc ça fait un nombre très très important, et ils veulent tous évidemment, c'est logique, leur part du gâteau. Hein. Voilà. Donc, ils vivent. Alors qu'il y a eu une évolution dans les mœurs aussi. Hein. Évolution dans les mœurs parce que, dans un premier temps, les revenus donc de la rente pétrolière a servi pour des dépenses somptuaires. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme un enfant ou un adolescent, on lui donne de l'argent de poche, il va, plutôt que de commencer à économiser, il va tout de suite essayer de vouloir avoir des choses qui un peu tapent à l'œil et tout pour en montrer à ses copains. Vous connaissez, voilà. Et puis, dans un second temps, il y en a certains qui se sont dit, oui, mais enfin, d'autant plus qu'il y a eu des conseillers, vous pensez bien, européens ou américains qui sont en disant, voilà, nous allons vous conseiller des placements. Donc il y a eu des investissements qui ont été faits sur place, hein, ce qui explique les fameuses tours, ces gratte-ciel qu'on peut voir à Abu Dhabi ou à Dubaï, mais aussi les investissements à l'étranger. C'est ce qu'on appelle la création donc, des fonds souverains. Vous savez, les fonds souverains, ce sont des investissements qui sont faits par les pays producteurs de pétrole et qui je dirais, reconvertissent leurs dividendes du pétrole en Europe ou dans différentes régions du monde, hein, même aux États-Unis, pour l'après-pétrole, parce qu'ils ont tout à fait conscience qu'un jour, les réserves seront vides. Et c'est comme ça que vous avez des quartiers très riches à Paris, à Londres, à Bruxelles, qui sont aux mains de Saoudiens ou de Koweïtiens. Si vous allez à Paris, je crois que c'est place Vendôme, je crois que le Ritz, non, je suis même certain que le Ritz appartient à une famille saoudienne, mais il y en a plein d'autres comme ça, des grands hôtels. Donc ils investissent beaucoup dans les hôtels aussi. Donc à Monaco, à Nice, voilà, ils possèdent vraiment des hôtels. Ils possèdent aussi des parts importantes dans certains secteurs clés sur le plan stratégique dans nos sociétés. Hein. Voilà. Donc ce sont évidemment des gens qui pensent à l'après, hein, qui pensent à l'après-pétrole. Mais alors sur place, les compagnies ne peuvent pas avoir de propriété sur place. Je ferai une comparaison un petit peu rapide, mais pensez un petit peu la situation des métèques à Athènes. Les métèques à Athènes étaient parfois très riches. Donc métèques, ce n'est pas une classe sociale, souvenez-vous à Athènes, hein, c'est un statut social, un statut juridique. Eh bien, les métèques, ils ne pouvaient pas posséder de terre parce qu'ils n'étaient pas citoyens. Les métèques ne sont pas citoyens, ils n'ont pas le droit de siéger à l'Assemblée, de voter, d'occuper des magistratures à Athènes. Et donc, ils avaient concrètement uniquement une richesse mobilière, mais pas une richesse immobilière. Officiellement, vous pensez bien qu'il y a toujours des hommes de paille qui se prêtent au jeu d'être officiellement le propriétaire, et dans les faits, vous avez un métèque qui pouvait se trouver derrière. Quand on dit métèque, ça n'a rien d'injurieux, hein, c'est devenu par la suite un mot dans nos sociétés qui est devenu injurieux, mais métèque, ça veut dire tout simplement un étranger, hein, celui qui habite à côté de la maison d'un citoyen. Métèque, méta, hein, et oikos qui veut dire la maison, hein, métèque. Hein. Je vous ai déjà expliqué ça en première, vous vous souvenez, hein, les métèques, comme je vous avais expliqué, ce que ça voulait dire un périèque. Ce sont donc les cités tampons qui se trouvaient autour de Sparte. Donc autour,
Donc, méta, c'est à côté. Hein? Bon. Je referme ma parenthèse. Et donc, statut dans les pays, donc, en Arabie, au Koweït, ou dans les Émirats arabes unis, par exemple, où les étrangers ne peuvent pas, donc, eux-mêmes posséder une compagnie, ou s'ils la possèdent, ce qui est évidemment le cas concrètement, ils doivent avoir un tuteur local, ce qu'on appelle un sponsor. C'est obligatoirement un arabe d'Arabie saoudite ou un koweïtien. Ça va? Donc toutes les compagnies américaines, les compagnies européennes ou autres, ou je veux dire pas seulement dans le domaine du pétrole, dans tous les domaines, hein, vous savez que il y a des tas de secteurs qui sont en plein développement dans ces pays-là, je veux dire, avec des fonds locaux. Hein. Ce ne sont pas obligatoirement des investissements qui viennent de l'étranger. Maintenant, c'est eux qui investissent à l'étranger. Hein. Le circuit ne fonctionne plus comme avant. Vous savez qu'ils se sont beaucoup spécialisés également dans les compagnies d'aviation. Hein. Vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup d'avions qui sont en Kuwait Airlines, ou Arabia Airlines, des choses comme ça. Il y en a beaucoup. Hein. Voilà, donc c'est un secteur à côté de l'hôtellerie où ils ont investi aussi. Et donc il faut avoir un sponsor, et les sponsors, évidemment, ils font ça gratuitement. Ils prennent leur commission au passage, c'est-à-dire que tout ce qu'ils puisque ce sont, en fait, c'est pas des prêtements, c'est tout à fait légal, c'est même une obligation légale que d'avoir quelqu'un, un intermédiaire sur place qui vous aide. Et donc ces gens-là, eux-mêmes, se sont enrichis grâce à tous ces honoraires, si je puis dire, ou ces arts, hein, qui viennent de compagnies étrangères. Mais la population locale a aussi profité, hein, de la manne pétrolière, sous la forme de la rente, hein, c'est-à-dire que sur place, les taxes dans certaines matières sont tout à fait inexistantes. Vous savez que si vous êtes un Koweïtien ou un Saoudien, mais voilà, je crois que même l'essence est gratuite ou à peu près là-bas. Hein, je veux dire, en tout cas, vous ne payez certainement pas de taxes. Je veux dire, si vous payez le prix de l'essence, ce qui veut dire que par rapport à chez nous, ça doit être 10 ou 20 fois moins cher, parce que, comme vous savez, dans notre prix de l'essence, on paye essentiellement des taxes. Hein. Le prix de l'essence tel qu'elle sort de la raffinerie, c'est pas grand-chose. Hein. Donc 90% ou plus de 80%, ce sont des taxes que l'on paye. Hein. Voilà, alors ils ont un certain nombre de services gratuits, etc. Mais ça conduit certaines de ces populations à devenir sur le plan économique et social un petit peu des marginaux dans la mesure où ils n'ont pas la culture du travail. Ce qui a conduit à un grand chômage local. Oui, ça paraît un petit peu paradoxal, mais c'est comme ça. Donc il y a un grand chômage de population locale. Alors on ne va pas faire une généralité pour tous les pays du Moyen-Orient, certainement pas, mais dans la péninsule arabique, c'est souvent le cas. Alors, je crois vous avoir dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc on va passer aux conclusions, avant la bibliographie. Alors, conclusion. Vous avez retenu que l'industrie pétrolière est au cœur de l'histoire contemporaine. Depuis la deuxième révolution industrielle de la fin du XIXe siècle, le pétrole est devenu, pas pour l'éternité, parce qu'un jour les réserves seront épuisées, entendons-nous bien, pas les réserves stratégiques aux États-Unis, parce que les États-Unis, jusqu'à présent, ils ont préféré acheter essentiellement à l'extérieur, hein, pour garder leurs propres réserves pour des raisons stratégiques. Donc eux, hein, après 2050, 2060, ils auront toujours leur pétrole. Voilà, mais ils n'utilisent pas pour l'instant. Ils n'utilisent pas le moins possible. Voilà. Donc c'est un calcul à long terme. Hein. Donc, le pétrole joue un rôle tout à fait essentiel encore aujourd'hui dans notre économie, même s'il y a des sources d'énergie renouvelables qui ont pu modifier un peu légèrement la donne par rapport quand on voit les chiffres globaux. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est la deuxième
deuxième leçon, c'est que le Moyen-Orient possède pratiquement 50%, la moitié des réserves prouvées de pétrole dans le monde, et que donc le Moyen-Orient reste une région qui, sur le plan géostratégique, reste tout à fait essentielle. D'où l'intérêt et le regard constant porté par les États-Unis, par la Chine, par la Russie, par l'Europe, vers cette région du monde. Parce que si le Moyen-Orient est en crise, eh bien ça peut avoir des effets dévastateurs pour l'économie mondiale. Donc c'est une région sur laquelle les yeux du monde entier, des dirigeants du monde entier sont focalisés, en tout cas les grandes puissances. Vous avez retenu aussi qu'il y a un lien immédiat, et c'est lié au point précédent, entre l'évolution politique et militaire dans cette région et les cours du pétrole. Et enfin, en conclusion de la conclusion, vous avez vu que dans le quatrième point de mon plan, je tenais absolument à évoquer la situation économique et la situation sociale sur place, parce que sinon on fait de l'européocentrisme ou de l'américanocentrisme, alors que ces régions ont en tout cas été dans les années 2000 en plein développement, elles ont connu un véritable boom économique, et vous savez que certaines de ces régions, je pense, enfin, c'est le cas de toutes ces régions-là, mais à part le Yémen, parce qu'il y a des gros problèmes justement politico-militaires pour l'instant, mais ces régions-là restent des acteurs économiques majeurs. L'Arabie Saoudite, par exemple, fait partie du G20. Le G20, vous savez ce que c'est, donc c'est en fait... ce sont les grandes puissances industrielles dans le monde qui se sont élargies à ce qu'on appelle les pays émergents. Donc vous savez, à l'origine, il y en avait 7, maintenant 8, je crois, avec l'Union européenne. Et de 8, donc ça comprenait les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et le Canada. C'était les 7 premiers. Puis maintenant, il y a le 8, c'est l'Union européenne, qui a beau comprendre plusieurs des pays que je viens de citer, mais qui est représenté en tant que tel. Et à cela se sont ajoutés une douzaine de pays, parmi lesquels évidemment la Chine, qui est la deuxième puissance économique du monde à l'heure actuelle, mais pour une population plus importante. Donc c'est pas par individu que le PIB est important, mais c'est globalement, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a le Brésil, il y a le Mexique, il y a l'Argentine, il y a l'Arabie Saoudite, il y a la Corée du Sud, il y a l'Afrique du Sud, le Nigeria, c'était cité, je ne sais plus. Non, le Nigeria, et je crois qu'il y a encore un pays, enfin voilà. Non, si c'est pas l'Indonésie. Enfin, voilà. Je me suis peut-être trompé sur deux pays pour les 12 qui se sont ajoutés aux 8 premiers. Ça, c'est possible parce que je ne les connais pas partout. Mais en tout cas, ce sont tous des pays qui font partie de ce qu'on appelle les pays émergents. Voilà, je vous montre maintenant quelques livres ou revues. Alors, Géopolitique du Moyen-Orient dans la documentation photographique. C'est une revue que, heureusement, nous possédons ici donc à l'école depuis quelques mois. Donc, c'est le numéro de novembre 2014. Enfin, c'est mon numéro personnel, parce que je crois que l'école n'était pas encore abonnée à cela à l'époque. Donc, ça se trouve à l'école. Donc, je crois que c'est intéressant pour vous, que vous le sachiez, pour vos cours d'histoire, mais aussi pour les cours de géographie. Bien sûr. Alors, la revue L'Histoire, numéro 354 de juin 2010, qui s'intitule « Les Arabies », avec comme sous-titre « La terre de l'islam et du pétrole ». Donc, on est en plein dedans. Alors, un numéro récent des collections de l'Histoire de octobre
octobre 2015 qui s'intitule « Le Proche-Orient de Sumer à Daesh ». Donc le propos est très vaste, mais il y a un excellent article de Henri Laurens, qui est professeur au Collège de France et qui fait un cours qui s'intitule « Histoire du monde arabe contemporain ». Il a consacré donc une étude, vraiment une bonne synthèse sur le sujet d'aujourd'hui. C'est en fait sa leçon inaugurale que je vous montre ici, publiée par Fayard. Voilà. Georges Gorm, Le Proche-Orient éclaté, 1956-2003. Alors là, c'est un gros bouquin, folio histoire, 1000 pages. Voilà. Alors, dans ce livre, vous avez bien sûr tout un chapitre qui est consacré au pétrole. Voilà, c'est le chapitre 7 qui fait 30 pages, qui s'intitule « L'irrésistible », s'il vous plaît, une petite seconde. « L'irrésistible ascension de la tyrannie pétrolière 1945-1973 ». C'est le chapitre 7, donc pensez bien que je m'en suis servi pour cet exposé-là. Il y a 30 pages. Alors là, ce sont des vieux que sais-je que j'ai encore, mais bon, qui sont datés maintenant, mais qui peuvent encore rendre des services, ne fût-ce que pour la chronologie, et pour la vision qu'on en avait au moment où ils ont été publiés. Le Moyen-Orient par Jean-Pierre Alem, l'Arabie Saoudite par Fernand Tomich. Alors, vous avez aussi, alors là c'est un vieil ouvrage aussi, mais qui n'est pas sans intérêt, même si c'est un homme qui politiquement n'est pas de mon bord, enfin il était plutôt d'extrême droite, Benoît Béchin, Le loup et le léopard, Ibn Saoud, édition Albin Michel. En fait, ce n'est pas consacré seulement donc aux fondateurs de la troisième et dernière, c'est-à-dire en place actuelle, dynastie saoudienne, donc en Arabie. C'est en fait l'histoire de toute l'Arabie. Ça va ? Donc ça remonte bien avant Ibn Saoud. Donc c'est lui qui a donné son nom, évidemment, à l'Arabie saoudite. Alors, vous savez que j'aime bien étudier les langues aussi. Alors, et d'autant plus que vous aurez peut-être des élèves d'origine maghrébine, alors même si dans leur famille on parle sans doute des dialectes du Rif, donc c'est-à-dire berbère, kabyle, je ne sais pas. Mais enfin, bon, l'arabe est quand même une langue dont il faut avoir quelques rudiments. Je ne dis pas la connaître, moi je ne la connais pas, bien entendu, mais c'est pour voir un petit peu comment ça fonctionne sur le plan grammatical. C'est élémentaire. Donc ici, grammaire de l'arabe d'André Roman, que sais-je. Alors dans la collection aux éditions du Dauphin, langue vivante arabe express, un guide de conversation avec les premiers mots utiles, grammaire, culture, enseignement pratique. Alors de René Kawam, publié par la librairie orientale Samuelian, Initiation rapide à l'arabe classique. Alors là, dans la collection Berlitz, arabe, guide de conversation avec un guide audio. Voilà, ça ne coûte pas cher du tout, je crois que c'est 9 €, acheté dans un aéroport. Si vous allez à Zaventem, ils ont toute la collection complète, mais ça se trouve certainement ailleurs aussi. Si vous vous ennuyez un petit peu dans l'avion, avant de partir à l'étranger, vous gardez un petit peu, enfin ne fût-ce que des phrases usuelles, quoi, enfin je veux dire, c'est quand même plus sympa quand même que de se retrouver dans un pays où on n'est pas capable de dire ni bonjour, ni au revoir, c'est triste, quoi. Et alors, au Press Pocket, 40 leçons, alors là, moi je l'ai sous forme de cassette, parce que je sais depuis très très longtemps, mais non, je crois qu'il faut utiliser même les DVD, est-ce que c'est encore à la mode, je ne sais pas, les CD, je veux dire. Arabe, 40 leçons, initiation pour débuter ou tout revoir. Voilà. J'ai dit.